C'est déjà le moment de ma carte blanche. C'est déjà le moment de ta carte blanche. Écoute, fais-nous kiffer. Écoutez, je me suis dit que ce serait intéressant ce soir de vous parler d'IA générative et des enjeux en fait qui existent autour de cette technologie. J'imagine que vous l'avez déjà tous et toutes dans le chat utilisé, que vous l'utilisez sûrement au quotidien. Je sais que Vivien, pour chaque émission. Pour chaque émission. What? Et en fait, pour revenir un peu sur ce qu'on appelle aujourd'hui IA générative, en fait on nous a présenté beaucoup ça, notamment avec l'arrivée de GPT, comme une espèce de révolution technique. En fait, ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que l'IA générative, c'est l'évolution naturelle d'un ensemble de procédés qui existaient déjà en fait. C'est-à-dire que depuis les années 80, on entraîne des algorithmes à reconnaître des choses, à prendre des décisions, à prédire des réponses. Mais ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, vraiment, c'est une amélioration des algorithmes. Donc, par exemple, vos banques, depuis que vous déposez des chèques depuis les années 90, elles utilisent des algorithmes qui ressemblent fortement à ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui pour lire vos chèques, par exemple. Pour lire le montant que mamie a écrit sur le chèque à Noël. En fait, Okay. Il y a des algorithmes qui, depuis les années 90, sont 20% moins bons que des humains pour lire un nombre sur un papier. A priori, ça suffit pour une machine à chèques, avec un peu de contrôle humain derrière. Mais ce qu'on a vu, c'est que depuis 2015... avec l'augmentation des surfaces de calcul et pas que, la machine devient égale ou meilleure que les humains. Donc depuis 2015, il y a des choses que les machines savent mieux faire que nous. Donc lire une écriture manuscrite par exemple, elle sait mieux le faire. Reconnaître du texte à l'oral, elle sait mieux le faire. Lire des images, elle sait mieux le faire, etc. Et donc en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça vient du machine learning. Et le machine learning, c'est on donne beaucoup d'informations à une machine et on lui dit essaye d'apprendre des choses à partir de ça. Par exemple, si on parle de traduction, on va lui donner le même texte en français et en anglais, on va lui dire tout ce que je te dis c'est que c'est le même texte et on va lui en donner, 1 million, 100 millions comme ça. Et la machine, à force de lire 2 fois le même texte dans des langues différentes, elle va dire j'ai compris les règles de grammaire. Alors elle va pas les comprendre et les conscientiser de la même façon que nous on les apprend par exemple à l'école, Ouais. mais la machine elle va être capable par exemple de dire en général quand il y a ED à la fin des mots, ça veut dire que c'est du participe passé ou alors du passé simple. Okay. Et elle va être capable de traduire. Et c'est comme ça qu'on passe de la traduction mot à mot où on apprend le dictionnaire à la machine à une traduction beaucoup plus naturelle parce qu'on a donné à la machine beaucoup d'informations et elle fait émerger des règles qui lui permettent de traduire. Et donc ces règles-là, les machines sont très très fortes pour les faire émerger. Notamment, on utilise beaucoup de machine learning pour tout ce qui est détection de signaux faibles. C'est-à-dire tu vas prendre, par exemple, c'est super bien adapté à la médecine, tu vas prendre 1 million de radios des poumons de gens et tu vas lui dire voilà ceux qui ont développé un cancer à 10-15 ans après la radio. La machine elle va te dire alors ceux qui ont développé un cancer c'est cela. Et voilà ce qu'ils ont de différent avec les autres. Et c'est pour ça la machine est très forte. Là où des humains, en fait toi tu prendras un échantillon de sang, tu réussirais pas à faire émerger précisément quelles sont les règles qui déterminent ce qui peut prédire un cancer 10-15 ans avant. Donc pour ça c'est très bien. Et les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui et qu'on appelle intelligence artificielle, IA générative, c'est des algorithmes plus avancés que ça mais qui font à peu près la même chose. C'est-à-dire on leur donne beaucoup de données, on leur demande d'apprendre à partir de ces données et ensuite on leur demande de restituer ce qu'ils ont appris. Là où GPT effectivement a été révolutionnaire, c'est qu'ils ont introduit une nouvelle interface. Alors GPT. GPT. À chaque fois que je vais le dire, je vais aussi quand même, voilà, péter. Ils ont mis une nouvelle interface, donc une interface conversationnelle, c'est-à-dire que tu discutes avec une machine. Et ils ont surtout un truc qui les différencie un petit peu du reste, mais qui se fait dans tous les agents qu'on utilise aujourd'hui, mais qui. Ce que tu appelles un agent, c'est. Alors un agent, c'est un modèle auquel tu vas parler. D'accord. Donc ça peut être Cloud, ça peut être GPT, Teams, ça peut être Claude, ça peut être Gemini. Voilà, ils fonctionnent tous de la même façon en fait. D'accord. Et précisément, donc il y a un contrôle de ces données. On va en parler un petit peu après, mais là où ces interfaces, donc ces modèles-là, ils sont un peu nouveaux, c'est qu'il y a aussi, ils apprennent du retour humain. C'est-à-dire qu'on va leur demander pendant leur entraînement de générer 50 fois la réponse de, par exemple. Comment s'appelle qui a gagné par exemple la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. On va lui demander de générer 50 fois la réponse et on va lui dire à chaque fois sur les 50 qu'elle a générées, celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne, celle-là elle est bonne, celle-là elle est fausse. Et le modèle va être capable de recevoir ce feedback et d'en tenir compte pour ses réponses suivantes. Je reviendrai un peu là-dessus après parce que... Tu me diras si tu veux que j'avance pour le... Ah oui, mais je te dirai quand j'avancerai. Je reviendrai un peu là-dessus après parce que ça implique qu'il y a des humains qui entraînent des IA et il y en a beaucoup en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Je l'ai fait un peu donc. Ouais, ok. Et donc en fait,
sous les termes intelligence artificielle, en fait, il y a plein de réalités techniques et c'est des modèles, c'est juste des stats, des probas et du calcul de probabilité. Et donc il y a beaucoup de présupposés quand on dit intelligence artificielle. Il y a beaucoup de présupposés sémantiques, c'est-à-dire que nous on va imaginer beaucoup de choses de c'est intelligent et c'est artificiel. Mais on verra qu'il y a un peu de mysticisme un peu ce derrière qu'on tout ça. voyait par rapport au film tout à l'heure, hein, finalement. Oui, c'est ça. On ne sait pas exactement ce que ça englobe cette réalité-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je le redirai tout à l'heure, mais en fait, moins on comprend comment ça fonctionne, plus on a l'impression que c'est magique. Et ça, c'est assez dangereux pour la façon dont notre cerveau interagit avec ces choses-là. D'autant que l'IA, ça a un vrai coût environnemental. Donc avant, quand je vous parlais là, du machine learning par exemple et des trucs qui apprenaient à voir des chèques ou des trucs comme ça, on était sur des modèles qui étaient petits, donc on leur donnait pas beaucoup de données en entrée et on passait beaucoup de temps à les entraîner. Donc on dépensait beaucoup d'énergie en général sur des cartes graphiques pour les entraîner, et une fois qu'ils étaient entraînés, ils consommaient assez peu parce qu'ils n'étaient pas beaucoup utilisés, pas par une masse de personnes, c'était vraiment des trucs qui étaient très spécifiques. Aujourd'hui, en fait, les modèles d'IA générative, ChatGPT, Claude, tous ceux auxquels vous avez accès, on passe beaucoup plus de temps à les entraîner déjà, on dépense beaucoup plus d'énergie pour les entraîner, et en plus, une fois qu'on les a entraînés, ils sont utilisés par beaucoup de gens pendant sur un grand volume de requêtes. Donc en gros, on a une idée des chiffres de nombre de recherches qu'il y a à la journée ? Non, alors non, ça c'est pas public. Par rapport à des recherches Google par exemple ? C'est pas public. On a une estimation ? Non, il n'y a pas vraiment d'estimation. En fait, je vais en parler juste après, mais les chiffres qu'on a sont très durs à avoir et il y a des bonnes raisons à ça en fait. Okay. Là, ce qu'on estime, ce que nous disent les gens qui travaillent dans la production de ces modèles-là, c'est qu'en gros, un modèle, il va se mettre à dépenser plus d'énergie à fonctionner qu'à être entraîné. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a cette phase d'entraînement où on va constituer le modèle et après, il y a la phase où on va l'utiliser, donc lui poser des questions, avoir des réponses. Après 100 millions de requêtes, le modèle, il va commencer à consommer plus que ce que ça n'a coûté de le créer. Et chez OpenAI, par exemple, donc ceux qui font GPT, 80% de l'énergie utilisée par les data centers, c'est pour l'inférence, donc le moment où vous allez poser des questions. Ok. Donc 20% pour l'entraînement et 80% pour vraiment poser des questions. Donc on voit que là où avant on mettait 80% de l'énergie à le construire et après 20% à l'utiliser, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que le volume, la vraie énergie dépensée, c'est vraiment à l'utilisation et pas à l'entraînement. À quel moment ça s'est inversé ? Ça s'est inversé au moment où on a commencé à faire des IA conversationnelles grand public. Donc voilà, 2019-2020, GPT, quand ils ont commencé, GPT 3 est sorti en 2022, je crois, c'est là où il a commencé à avoir ChatGPT, donc qui est vraiment l'interface conversationnelle. Ça fait déjà 3 ans ? Ouais, ça fait 3 ans. Ouais. Et ça fait que 3 ans aussi d'un côté, parce que oui, finalement, oui. Pas exactement les mêmes usages. C'est de la casse. En gros, quand vous envoyez une requête à un agent comme ça, il se passe plein de trucs. Le premier truc qui se passe, c'est que il y a votre requête qui part dans le réseau et qui arrive dans un data center. Donc là, j'ai mis une image de ce qu'on nous vend en général de ce que c'est un data center. Et on nous montre toujours des belles salles toutes bleues comme ça, avec des machines bien rangées et tout. Ouais, bouffé par terre. Moi j'ai déjà vu des data centers, ça ressemble jamais à ça. Ça peut être très propre et très bien rangé. Il faut que ce soit très propre et très bien rangé, mais ça ressemble jamais à ça exactement. Donc déjà vous envoyez à travers le réseau internet votre requête jusque là-bas. Ensuite, il y a le calcul de la réponse par GPT. En l'occurrence, on va prendre toujours cet exemple-là parce que c'est le plus simple et c'est le plus grand public. Le calcul de la réponse, il est fait sur des cartes graphiques qui consomment de l'énergie. Cette énergie-là, elle est produite et consommée à l'endroit où se trouve le data center. Et ça a une vraie importance sur le coût environnemental que peut avoir l'IA en fait. Et à l'endroit aussi où le GPU il va fonctionner, ça chauffe. C'est-à-dire que pour ceux qui sont un peu gamers dans le chat ou ici, si vous avez votre ordi allumé et puis que vous êtes en train de jouer à un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps pendant des heures, en général, il n'y a pas besoin d'allumer le radiateur. Non. Voilà. Et il y a même peut-être besoin de refroidir le GPU, ce qui pose d'autres problématiques de consommation d'énergie ou d'eau. Donc, sur l'évaluation de combien ça peut coûter une requête en termes énergétiques, on a très peu de données. On a beaucoup de fausses données en fait. Par exemple, l'année dernière, il y a une donnée qui a beaucoup circulé qui disait que une requête ChatGPT, c'est environ 10 requêtes sur Google. Donc 10 recherches Google, ça ferait une requête sur ChatGPT. Et c'est faux, parce qu'en fait, on n'a jamais des chiffres très précis sur la réalité du nombre de requêtes, sur la réalité de la consommation électrique des data centers. Il n'y a personne dans cette industrie-là qui a envie de communiquer là-dessus, parce que tout simplement, il y a un problème de compétitivité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner à leurs concurrents potentiellement des infos. Et il y a un problème aussi d'image et de greenwashing, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de donner trop d'infos sur combien ça consomme vraiment, parce qu'en fait ça consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui en plus on utilise quasiment que des modèles fermés, donc on sait
là, si vous utilisez C'est quoi que GPT, t'appelles un modèle fermé? alors un modèle fermé, c'est un modèle dont on ne sait pas comment il a été construit précisément. Ok. Et là, non seulement c'est un modèle dont tu sais pas comment il a été construit, mais si tu vas sur gpt.com là ou ChatGPT, tu ne sais même pas quand tu vas poser ta question à quel modèle tu t'adresses. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le petit sélecteur de modèle. Tu peux pas savoir si tu as pris le modèle d'il y a 2 ans qui suffit pour faire ta requête et qui est plus petit donc qui va moins consommer. Tu peux pas savoir si tu es sur le tout dernier qui a priori consomme énormément. Tu ne peux plus savoir, c'est eux qui décident. Et ils ne publient même plus la taille de leur modèle, c'est-à-dire que là, les dernières versions de GPT, on ne sait même pas combien il y a de paramètres à l'intérieur. Donc le nombre de paramètres, c'est en gros le volume de données que tu lui as donné en entrée. Et le volume de données, il a une incidence sur le temps que tu vas mettre à construire ton modèle et la consommation du modèle une fois qu'il est en service. On sait, et surtout, donner des chiffres comme ça, de dire une requête Google, une requête ChatGPT, ça fait 10 requêtes Google, bah ça dépend ce que tu lui demandes. Si tu lui donnes 1 million de tokens en entrée, si tu lui donnes un PDF de 40 pages en entrée en disant fais-moi une synthèse et puis génère-moi des graphiques, c'est pas du tout pareil que si tu lui poses la question de qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. c'est en termes de consommation électrique, ça va pas du tout avoir le même impact, quoi. Toutes les IA consomment autant ou certaines consomment moins que d'autres. Et bah même ça on le sait pas en fait. On sait pas si y a des économies d'échelle qui sont trouvées par certains cloud providers et pas d'autres. On sait pas, on peut pas vraiment le savoir en fait. C'est privé quoi donc. C'est privé. Par exemple Sam Altman qui est le dirigeant de OpenAI, il est assez hypocrite sur le sujet là parce qu'il dit qu'une requête ChatGPT en moyenne ça consomme autant qu'une seconde d'utilisation d'un four électrique. Mais il y a plein de problèmes là-dedans. Déjà premièrement c'est une moyenne. Ils nous donnent pas l'écart type, donc c'est pas une médiane non plus, donc on peut pas savoir si est-ce que effectivement je pense que les requêtes où tu dis merci à ChatGPT elles consomment très peu, parce que j'imagine qu'ils les ont bien optimisées et si tu lui dis juste merci parce que t'es quelqu'un de poli ça demande rien. Par contre encore une fois si tu lui donnes un PDF de 40 pages et que tu lui demandes de te le résumer, là je pense que tu consommes plus qu'une seconde de four électrique quoi. Et quand ils communiquent là-dessus en fait on n'a jamais les détails ni sur la méthode ni sur le volume de requêtes ni sur combien ça leur coûte etc. Il y a jamais ça. On sait que c'est des boîtes qui perdent de l'argent tous les ans, ça c'est sûr et certain, mais on n'a pas de détails. Et le problème, c'est que les data centers aujourd'hui, ça représente 1,5% de la consommation d'électricité mondiale. Et il y a 10% de ce chiffre qui est dédié directement à l'intelligence artificielle. En 2030, on prévoit qu'il y aura 3% de l'électricité mondiale qui sera utilisée par les data centers. Et c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Si tu peux mettre la slide suivante. Un data center, en vérité, ça ressemble à ça. Donc celui-là, c'est un data center parisien. Et en fait c'est des énormes machines. Et si tu peux c'est un data center mal poli. Voilà, si tu peux mettre l'image suivante, on va voir ce que c'est un data center mal poli. Un data center mal poli, c'est ça. C'est-à-dire que les data centers, on les implante à l'endroit où l'énergie est la moins chère. C'est ça le coût. C'est comme ça qu'on décide. On décide en fonction de comment il est connecté au réseau et un endroit où, si possible, l'électricité coûte très peu cher à produire. Donc du nucléaire quoi. Alors, du nucléaire si c'est en France, mais la plupart des data centers ils sont aux États-Unis et aux États-Unis l'électricité la moins chère à produire c'est pas du nucléaire. Ah non. C'est plutôt carboné, c'est plutôt très carboné même. Et là par exemple ça c'est aux États-Unis et en fait on a des quartiers entiers qui se retrouvent à avoir ça qui pousse à côté d'eux. Et en fait il y a vraiment un conflit d'usage. C'est-à-dire que les data centers ils consomment tellement d'énergie qu'ils rentrent en conflit avec la consommation énergétique des autres types de consommateurs, donc ça peut être des particuliers, ça peut être des hôpitaux, ça peut être tout plein de trucs qui en fait, en Irlande par exemple, il y a 21% d'énergie produite en Irlande qui va directement dans des data centers. C'est un des endroits en Europe où il y en a le plus. Et il y a vraiment de nombreuses villes qui doivent gérer plusieurs blackouts dans la journée parce que les data centers, eux, ils consomment trop d'énergie. Ah ouais. Il y a vraiment une compétition. Et il faut voir qu'en France, on a augmenté notre capacité de production sur l'énergie éolienne de ces 5 dernières années de manière vraiment très importante. Toute cette énergie qu'on a, toute cette capacité de production qu'on a augmentée, ça correspond à ce qu'on a mis dans des data centers sur la même période. Donc ça veut pas dire que toute l'énergie éolienne va dans les data centers, mais par contre ce qu'on a augmenté comme capacité de notre réseau, c'est ce qu'on dépense en plus à cause de l'IA. Du coup, on comprend bien qu'à un moment, il va y avoir des conflits avec d'autres usages, quoi. Et par exemple, en France, on a un data center à la Courneuve. Parce que là, je vous dis, oui, les habitants à côté, ils ont des blackouts. Les data centers, eux, ils n'ont pas de blackout. Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'un data center a toujours des générateurs d'urgence pour se remettre à fonctionner ou continuer de fonctionner si la grille électrique s'éteint. Et par exemple, en France, on a à la Courneuve, là, juste à côté de Paris, on a un data center avec 280 000 litres de fuel sur place, qui sont toujours préchauffés pour faire fonctionner au cas où les générateurs, pour que si jamais il y a une coupure électrique, le data center lui il reste en ligne tout le temps. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est pour Claude ça, c'est celui-là
De quoi? C'est pour le cloud? Non, celui-là c'est un généraliste. Alors dans les data centers en général, t'as pas un seul type de métier. Tu vas avoir tous les métiers que font les boîtes. Ouais, c'est ça. Ou alors par exemple Google, ils ont leur propre data center. Mais dedans, tu vas avoir une partie qui est dédiée à l'IA et une partie qui est dédiée par exemple à leur service cloud de base de données, tu vois. Il y a vraiment tout au même endroit. Et donc, en ce moment, ce que cherchent à faire les énormes boîtes américaines, c'est produire l'électricité directement au niveau du data center. Donc, ça peut être, alors dans les meilleurs cas, c'est du solaire, mais souvent, c'est soit des groupes électrogènes, soit éventuellement, Microsoft est en train d'investir dans le nucléaire beaucoup. Parce que là, c'est des boîtes, on parle de boîtes informatiques qui font du logiciel, qui sont en train de se doter de capacités de production énergétique, quoi. Là, on est quand même dans un truc assez avancé, quoi. Ça va loin. Il y a des états, quoi. Il y a un petit côté Mad Max. Ouais, c'est ça. Et si tu veux bien mettre la photo suivante, je vous ai mis une petite visualisation de l'hypocrisie un peu qui peut exister sur ces grosses boîtes-là. C'est que Google et Microsoft, donc Google, entre 2019 et 2024, ils multiplient par 2 leur consommation énergétique. Et Microsoft, ils augmentent d'un tiers leur consommation juste sur l'année 2023. Donc c'est gigantesque en termes d'impact, et les courbes pointillées que vous voyez, c'est ce à quoi ils se sont engagés à horizon 2030. What? Voilà. Donc là, il va falloir que la courbe descendante soit descendante. En 2030, on éteint tout. On éteint le data center. Là on est. Et alors, dans ces chiffres-là que vous voyez, là, on est déjà très loin de leurs objectifs. Et le pire, c'est que ça joue avec les règles comptables. C'est-à-dire que ça joue avec les règles comptables de comment on calcule le bilan carbone. Par exemple, dans ces chiffres-là, tout ce qui est énergie renouvelable, c'est compté comme 0. Sauf que comme je vous l'ai dit avant, effectivement c'est cool qu'il y ait de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique, mais ces énergies renouvelables là, si on les utilise pour ça, elles sont pas utilisées pour chauffer des maisons par exemple. Donc les compter comme 0, c'est peut-être pas la bonne solution pour faire baisser l'usage au global, quoi. Donc voilà. En dernier, et je le dis en passant parce qu'on va pas rester sur les coûts environnementaux 10 minutes non plus, mais il y a 2 autres problèmes. Le premier, c'est l'extraction de métaux, parce que toutes ces puces dont je vous ai parlé avant, les cartes graphiques et tout, ça demande énormément de métaux. Aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir combien il y a de mines. Des terres rares. On n'est pas capable de savoir combien de mines existent dans le monde. C'est impossible de savoir. C'est de l'énergie qui pollue en amont, quoi. Ouais, voilà, c'est de la pollution, et puis c'est socialement, les mines en Afrique, les conditions d'exploitation des mines, elles sont terribles pour les gens. En Argentine aussi. En Chine, en Amérique du Sud, voilà. Chili, je crois, et en dernier, il y a des problématiques liées à l'eau, puisque aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, ils implantent les data centers dans les endroits où l'énergie est la moins chère. Souvent, c'est des endroits qui ont des problèmes d'accès aux ressources en eau. Et en fait, les data centers, pour les refroidir, soit il faut dépenser encore plus d'énergie, soit il faut dépenser de l'eau. Les deux sont communicants, c'est-à-dire plus tu dépenses d'eau, moins tu as besoin de dépenser d'énergie pour les refroidir. Mais par contre, il y a toujours besoin d'eau, et pareil, il va y avoir un conflit d'usage de l'eau à un moment. Probablement que si on continue à utiliser autant d'eau pour les data centers, on va avoir un problème pour utiliser de l'eau pour d'autres trucs. Donc d'autres trucs, ça peut être de l'eau potable, ça peut être de l'eau courante chez vous, enfin voilà. Donc il y a vraiment un coût environnemental à ne pas négliger avec ça. J'arrive ensuite sur le coût social, si tu peux mettre l'image suivante, voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les IA, pour fonctionner, on leur donne un grand volume de données en entrée. Et comme je vous ai dit, elles apprennent des choses. Donc par exemple, pour apprendre à une IA ce que c'est un chat et un chien, on va lui donner 500 photos de chats et 500 photos de chiens. Et on va lui dire les 500 là c'est des chats, les 500 là c'est des chiens. Et ensuite elle va apprendre toute seule les différences entre les deux, voilà, sur la taille du museau, sur la forme des yeux, le fait que les chiens sont beaucoup plus beaux que les chats, etc. Elle va l'apprendre toute seule, ça. Et en fait, ces modèles-là, pour qu'ils fonctionnent, quelqu'un avant a dû trouver les photos et dire ça c'est un chat et ça c'est un chien. Alors si vous avez déjà fait les fameux captcha là où on vous demande de cliquer sur les... Voilà, ça entraîne l'IA, ça, je crois. On entraîne une IA en faisant ça. Mais ça suffit pas du tout. Ça suffit pas du tout pour l'entraîner. En fait, les volumes de données dont ont besoin ces IA là, c'est des centaines de milliards de points de référence pour comprendre des choses. Et en fait, ce travail-là, donc là, c'est un extrait du documentaire d'Antonio Casilli qui s'appelle Les Sacrifiés de l'IA, que je vous invite à regarder, qui est disponible sur Arte, et qui en fait parle de comment les États-Unis exploitent des gens en Afrique pour qualifier des données toute la journée. Payer au clic. Donc payer au clic, tu vas qualifier des données, on va te demander de dire si ce texte il est plutôt joyeux ou plutôt pas joyeux, on va te demander si cette image elle contient du sang, on va te demander est-ce que sur cette image c'est un téton d'homme ou un téton de femme. Je pense que collectivement, en tant que race humaine, on a passé des centaines de milliers d'heures à décider si c'était un téton d'homme et un téton de femme, tout ça pour être sûr que sur Instagram l'algorithme ne se trompe jamais quand ils sont sur un téton, hein. Je pense que voilà. What the fuck, c'est à ça qu'on est arrivé, collectivement, tu vois, collectivement. Mais attends, on est allé vachement loin pour avoir un algorithme vraiment précis, quoi. Et en fait c'est pour de la pub en fait, hein. Ouais, c'est ça, vraiment, ouais, pour vendre plus de pub. Pas que les sponsors se tirent, quoi, c'est tout. Et en fait, ce genre de travail-là, donc le documentaire en parle énormément et en parle très très bien. C'est un travail qui est éreintant avec beaucoup de risques psychosociaux. C'est des gens vraiment qui finissent souvent dans des grandes détresses psychologiques parce qu'ils voient des choses très dures, qu'ils font des tâches extrêmement répétitives. Et évidemment, ça se fait en Afrique parce que
tu te doutes bien qu'ils sont pas payés le SMIC, ces gens-là. Hein. C'est du travail qui est très très mal. La Chine est devenue trop chère maintenant. Donc, voilà. Ouais, la Chine, ils font en Afrique aussi. Nous, on fait à Madagascar, les Français. Les boîtes françaises ont fait ça à Madagascar. Ah, ça va alors. Okay. Voilà. Donc voilà. What a time to be alive, nous dit Bobovary. Ah bah ça, oui, elle a bien raison. Mais quels usages? Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est derrière nous, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, à quoi bon finalement? Une fois que tout ça s'est entraîné, en fait, ce qu'on constate, c'est que les grosses boîtes qui proposent de l'IA, là, je vous ai dit qu'il fallait énormément de données, énormément d'argent, énormément d'infrastructures. En fait, c'est que des grosses boîtes, c'est que des Google, des Meta. Les boîtes dont on entend parler, dont on a l'impression qu'elles se sont créées il y a quelques années, comme ChatGPT, enfin OpenAI, du coup la maison mère, c'est des boîtes qui sont financées aussi par la tech américaine. Et comme je vous l'ai dit avant, ces algorithmes-là, ils sont réentraînés. C'est-à-dire qu'on va leur dire, avant qu'ils soient disponibles pour le grand public, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Et du coup, nous, les algorithmes qu'on utilise, les modèles qu'on utilise quand vous allez sur GPT, bah, c'est des algorithmes qui sont entraînés pour bien répondre à des Américains. Ce qui peut entraîner tout un ensemble de biais, notamment, voilà, je parlais des tétons avant, il y a des cultures dans lesquelles les tétons des femmes n'ont pas besoin d'être cachés et ça pose pas de questions. Sauf que maintenant qu'Instagram existe et qu'Instagram est disponible partout, on est obligé, nous, d'admettre, alors nous, dans notre culture, c'est à peu près proche, mais je veux dire, on est obligé d'admettre tout plein de trucs que les Américains considèrent comme interdits. Il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de s'exprimer, et ça, les IA, elles le font pareil, hein. Donc il y a vraiment un gros biais idéologique dans ces modèles-là. Internet s'américanise de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça se voit de toute façon. Bah, c'est ça, parce que c'est les IA, aussi parce que la plupart du contenu qui est généré, qui est sur les réseaux sociaux maintenant est généré par ordinateur. Et que ces algorithmes-là sont des algorithmes américains. Et du coup, les IA se nourrissent de leur propre contenu aussi. Oui, ça pose des problèmes sur le réentraînement des modèles. C'est une des explications du fait que les IA progressent un peu moins vite. C'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de contenu qui est généré par IA et les IA s'auto-entraînent, ce qui n'est pas une très bonne chose. C'est comme si tu demandais à un enfant de relire ses propres copies pour ça n'a pas trop d'intérêt. Ça a de l'intérêt, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Note tes propres dessins qui sont sur le frigo. Les modèles d'avant pour vérifier si les nouvelles font pas de la merde, quoi. C'est ça. Et ça marche pas très bien non plus. En fait, après, je vais pas rentrer trop dans le détail technique parce que c'est des trucs de chercheurs après, mais voilà, il y a plein de problèmes là qui sont au niveau de l'entraînement des modèles et de leur création. Mais en fait, on nous force quand même l'usage, quoi. C'est-à-dire que je sais pas vous, mais moi je l'utilise de plus en plus. On l'utilise de plus en plus tous les portables. Tous les gens autour de nous les utilisent plus. Tu fais une recherche Google, il y a de l'IA aussi. Ouais, c'est ça. Maintenant, alors dans tous les produits, on nous met de l'IA. Dans tous les produits, il faut qu'il y en ait. Souvent, c'est couleur bleue avec un petit bouton enregistré, enfin augmenté par l'IA, etc. C'est la première fois qu'on a une nouvelle technologie qui est autant poussée, invasive, probablement depuis l'invention de la voiture, je pense. Et en fait, la raison pour laquelle on nous la pousse autant, c'est parce qu'il y a eu tellement d'investissements dessus. Oui, là, t'es en train de regarder sur Twitch. Ah non. Quand tu es sur Messenger, maintenant que tu veux envoyer une photo, la première proposition, c'est image d'IA. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a eu tellement d'investissements dans l'infrastructure, dans des puces, voilà, on a vu avant des briques, du ciment, du câble, que là, ils peuvent plus revenir en arrière. C'est-à-dire que Nvidia, qui est le premier producteur de cartes graphiques au monde, qui a 80% de part de marché, ils ont sorti un papier le mois dernier en expliquant que les LLM, donc les gros langages, les gros modèles de langage, comme ceux qu'on utilise là en ce moment, c'est pas vraiment l'avenir, parce que le meilleur avenir, ce serait d'avoir des petits modèles très spécialisés qui tournent sur des petites puces. Ouais. Mais eux, ils ont produit le papier en disant, mais on sait qu'on le fera pas, puisque de toute façon, nous, on vend des GPU, et notre but, c'est de continuer à vendre des GPU. Et il y a eu tellement d'investissements qui a été fait par les grosses boîtes dans les GPU que de toute façon, on va nous pousser l'usage, même si c'est pas exactement ce dont on aurait besoin, quoi. Faut acheter AMD, quoi. Bon courage les gamers, hein. Je pense qu'NVIDIA est un peu dans la bulle en ce moment, ouais, c'est ça, quoi. Et ça pose plein de problèmes, alors le fait qu'on nous pousse ces usages, parce que si tu peux mettre le truc d'après, dans les IA, on a une problématique d'usage, hein, évidemment. Alors sur l'année dernière, on se rend compte que la plupart des gens, ils l'utilisaient pour générer des idées, pour faire du travail, pour apprendre des choses, etc. Là, cette année, en 2025, la première utilisation des IA, c'est de la thérapie ou du compagnonnage, donc companionship en anglais. Donc ça veut dire avoir des amis, quoi. Avoir des amis ou quelqu'un à qui parler. C'est le premier cas d'usage en 2025 de l'IA. Les trucs de cul, quoi, en gros. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi des gens il y a aussi des gens qui parlent à GPT comme si c'était leur psy, hein, des gens très seuls, quoi. Pas que des gens très seuls, des gens aussi qui commencent à parler et puis en fait qui se rendent compte que les réponses sont pertinentes, que ça va dans leur sens, etc. Ouais. Et vraiment cette notion là, si tu peux mettre la slide encore suivante.
on revient un peu à l'anthropomorphisme, donc qui était un peu traité par le film de Spielberg, c'est on leur parle comme si c'était des humains. Alors ça, le problème, c'est que si on commence à avoir des agents conversationnels pour tout le temps, nous on va commencer à traiter les machines comme si c'était des humains, et ça, cognitivement, ça a vraiment des impacts. C'est vraiment des choses qui changent la façon dont fonctionne notre cerveau. Et là, les premières études qu'on voit sur les gens qui travaillent beaucoup avec l'IA, notamment les développeurs, moi dont je fais partie, moi je travaille avec tous les jours, on se rend compte qu'au lieu de nous décharger des tâches qui sont pénibles, ce que ça produit vraiment dans notre travail au quotidien, c'est que ça nous décharge des tâches qui sont créatives. Ça nous enlève les tâches qui sont celles où on doit le plus réfléchir, le plus se concentrer, et qui en fait donnent un peu l'âme de notre boulot, quoi. Des tâches qui nous font vraiment nous mettre dans ce qu'on appelle le flow, donc vraiment des moments où on est concentré, on a envie de travailler, on est bien, quoi. Et a priori, on pensait que ça nous enlèverait les trucs chiants et répétitifs, c'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, si tu regardes à l'échelle de toute l'industrie, ça n'enlève pas vraiment le travail manuel pour l'instant. On n'a pas des robots qui fabriquent tout à notre place dans les usines. Pour l'instant, ça enlève du travail intellectuel. Et c'est vers ça qu'on va, quoi. C'est ça qui fait plus peur, ouais. Donc c'est... Ouais. Non, c'est inquiétant, quoi. Et alors, ce qu'on observe aussi, si tu peux mettre le dernier slide, c'est un algorithme qui contrôle ce que font les ouvriers sur la chaîne de production au centimètre près sur les mouvements, et ça contrôle aussi où est-ce que les personnes regardent et les mimiques du visage qu'elles peuvent avoir. Et donc, c'est l'aliénation totale au travail. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait individualiser un peu le travail, tout ce qu'on peut insuffler de soi-même dans son travail, disparaît là, complètement. Alors déjà, avec l'industrialisation, on en était là. Mais là, il y a du contrôle encore plus précis qui est permis par la massification de l'IA, quoi. Donc il faut vraiment faire attention. Et donc je terminerai en disant, je vais terminer là-dessus. Voilà, alors le but c'est pas de moraliser qui que ce soit et de dire n'utilisons pas les IA, parce que individuellement, moi je l'utilise tous les jours, c'est vers ça qu'on va. Individuellement, il n'y a pas de possibilité vraiment d'action. On peut toujours boycotter, c'est toujours envisageable, mais à l'échelle individuelle, ça va pas avoir beaucoup d'action. Réaliste, oui. Par contre, collectivement, dire que on veut pas comme en Chine des logiciels qui contrôlent les ouvriers, que on veut pas des algorithmes uniquement américains, ou qu'en tout cas on veut pas que ce soit si facile que ça de les utiliser. Ça, c'est possible. Il y a des solutions politiques qui existent vraiment. On peut lutter aussi contre l'implantation de nouveaux data centers en France. On peut lutter contre plein de trucs. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, je vous parle de tout ça de là d'où je viens, c'est-à-dire d'une association qui s'appelle Data for Good, une association qui, en ce moment, on est en train de porter un recours contre la CAF au Conseil européen, parce que on veut interdire le traitement algorithmique des données par les administrations publiques. Et dans le même temps, on lutte contre l'implantation d'un data center Amazon en région parisienne. Voilà. Donc il y a vraiment des solutions à trouver. Il y a beaucoup de choses à réfléchir sur ces thématiques-là. L'association s'appelle Data for Good. On a un site qui s'appelle dataforgood.fr, et on essaye d'avoir une ligne techno-lucide. Donc on écrit beaucoup sur l'IA, on écrit beaucoup sur le marché de l'informatique et sur la tech en général, où va l'industrie et qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est utilisée. Et voilà, c'est des réflexions qu'on mène, et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Et on a aussi une campagne de dons en ce moment qui tourne si jamais ça vous intéresse. Super. Merci. Merci beaucoup Paul. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Ouais, carrément. N'hésitez pas à aller voir Data for Good sur internet. Le site est très 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 bien foutu. On vient de le changer là, on vient de le sortir. Ouais. J'y suis allé tout à l'heure, il est vraiment super clair. L'arrêt de mon cul qui nous dit: moi je l'utilise tous les jours au taf pour corriger mon orthographe ou reformuler certaines phrases, sinon j'évite au mieux quand je peux faire autrement. Pour les corrections, il y a des alternatives à l'IA quand même qui existent sur Internet. Il y a mais je crois qu'elles sont tous enhanced by IA quand même. Oui, c'est ça, c'est que maintenant il y en a partout. Non, comme je disais, à titre individuel, c'est dur à éviter. Franchement, c'est au niveau politique qu'il faut lutter, c'est au niveau collectif. Mais oui, se retenir au maximum, ne pas l'utiliser pour rien. Mais le but, c'est pas de moraliser les gens non plus. Non, mais il faut politiser le problème comme d'habitude, et il faut trouver une solution collective. Individuellement, on n'arrivera pas à quoi que ce soit. En parlant de blague de merde, moi j'en avais une pour le bon mot de la fin, mais après cette histoire sérieuse de Data for Good, je me sens un peu con, mais je vais dire, au final, est-ce qu'il n'y aurait pas une couille dans le potage? Alors, ça aurait dû être ça le synthé, ça aurait dû être ça le synthé. Il y a une couille dans le potage. Non, c'était l'IA par Paul. C'est bien, tu nous as fait
Un super lien en plus avec le film dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Tu nous as parlé d'énormément de choses très intéressantes. Je pense que en replay, ce sera aussi super intéressant de la relire, d'avoir une seconde lecture de tout ce dont on a parlé. Allez sur dataforgood.fr. Vous serez pas déçus. En plus, vous êtes nombreux dans cette association. On cherche des bénévoles aussi. Si vous travaillez dans la tech, c'est du bénévolat. On met en lien avec des projets, donc vous pouvez trouver des projets super cool sur lesquels bosser. Voilà, on lance bientôt la nouvelle saison en janvier, donc c'est le bon moment pour nous rejoindre. Et voilà. Très bien. Et ben merci beaucoup, Paul. Merci, c'était très cool. Merci pour ta blague. Et on va passer à la suite.